Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est le rendez-vous mensuel de l'Association culturelle berbère. Un rendez-vous autour de la littérature, autour de l'actualité, autour de ce qui nous intéresse et ce qui nous interpelle aujourd'hui dans cette association. Alors évidemment, ce mois d'octobre ne pouvait être que consacré au 17 octobre 61. Vous vous en doutez, par notre histoire commune pour les uns et les autres, que nous soyons français ou algériens, je veux dire par là, et que nous soyons surtout intéressés par ce devoir de mémoire aussi qui nous anime à l'association au nom de la mémoire, au travers ce que nous voulons transmettre de génération en génération, si je puis le dire ainsi, dans notre histoire d'immigration, notre histoire de jeunes issus d'immigration, de deuxième à la troisième génération, transmettre ce que nous vivons ici. Ce que nous avons vécu, c'était le 17 octobre 61, et ça c'est important, c'était nos parents, des Algériens, des Algériennes, qui manifestaient ce 17 octobre 61 contre le couvre-feu qui était imposé par le préfet de police, Maurice Papon, et qui allait donner à ces hommes et à ces femmes une certaine injustice, puisque c'était un couvre-feu raciste d'une certaine manière, que nous le disions. Et nous avons choisi ce soir de parler de cette période, donc de ce passé, toujours présent finalement, puisque cette volonté de transmission, je le répète, a du sens, de cette histoire d'immigration, de l'Algérie d'hier, avec le plaisir et l'honneur que nous avons d'accueillir Djamila. Merci infiniment, madame, d'être au rendez-vous du 17 octobre 61 en 2020, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez été dans cette période de l'histoire, puisque vous êtes une femme qui étiez au rendez-vous de cette manifestation, donc c'est important, et vraiment, je voudrais qu'on l'applaudisse, c'est banal à dire, en tout cas c'est vraiment très sincère que de vouloir vous accorder cet applaudissement et chaleureux et de mémoire que vous allez nous transmettre dans un instant. Donc voilà pour cette partie d'hier, et ensuite nous allons accueillir Mina Kassi, qui est journaliste depuis près de 30 ans et qui vient de publier un ouvrage fort intéressant, One, Two, Three, Nouvelle Algérie, qui est donc cette histoire qui commence le 22 février 2019, mais nous rappellera qu'il commence bien avant dans son historique de cet ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'attention et de plaisir. Et One, Two, Three, Nouvelle Algérie, c'est assez féminin aussi, puisqu'il est question de la part belle, si je peux le dire ainsi, des femmes algériennes dans ce Hirak depuis le 22 février 2019. À mes côtés, Souad Babaïssa, qu'on ne présente plus, du militante et féministe et de l'association culturelle berbère, et on partage beaucoup de débats ensemble avec Souad, et Souad apportera, avec l'entretien de Mina Kassi, justement cet apport sur l'actualité de l'Algérie dans ce combat des femmes aujourd'hui en Algérie. Et je me tourne maintenant vers Mimouna, qui est une figure importante aussi du combat de la reconnaissance du 17 octobre 61, puisqu'elle est attachée à défendre l'idée qu'il faille reconnaître après une occultation, une véritable reconnaissance politique, citoyenne de ce 17 octobre 61. Elle a publié, elle fait partie de l'association, je crois même qu'elle l'a fondée, elle nous le dira peut-être, l'association Africa, qui est une association importante en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve précisément, et donc déjà avait publié ce petit recueil, qui est quand même un recueil, un outil important qui rappelle ce 17 octobre 61. Et c'était avec, pour le coup, elle était aussi sur la ville de Saint-Ouen, donc une journée pour mémoire qui rappellera tout ce qui a été porté par l'association Africa. Voilà pour planter notre plateau, si je peux le dire ainsi. En tout cas, les uns et les autres qui vont intervenir et vous présenter ce 17 octobre 61, d'hier à aujourd'hui. C'est aussi le titre de notre rencontre, de l'occultation à l'affirmation, s'il est question d'occultation. Même si je ne vais plus être très longue, mais il y a encore un mot à vous dire quand même sur hier l'occultation, mais en réalité, 50 ans après, on s'est rendu compte, et on en parlait en préparant cette rencontre avec Mimouna, il y a quand même de nombreuses villes, par le combat des associations, des militants, des citoyens, puis la confirmation par le politique, puisqu'il aura bien fallu voter justement ce que va être cette visibilité du 17 octobre 61,
Dans une ville, il y a une stèle, dans une autre, il y a une rue, dans une autre, il y a une plaque. Tout ça a été porté par les citoyens et pris de cette reconnaissance du 17 octobre 61. Voilà pour la présentation. Je me tourne avec émotion vers vous, Djamila. Vous nous racontez, merci encore d'être là, vos souvenirs, votre mémoire importante qui va évoquer ce 17 octobre 61, une partie de votre histoire. C'est important de nous la raconter. Merci, Djamila. Bonsoir à tous, d'abord. Voilà, moi à l'époque, j'étais membre du FLM en tant qu'agent de liaison sur la Seine-Saint-Denis. Étant donné ce que nous avait proposé M. Papon, de ne plus pouvoir sortir à une certaine heure, les dirigeants de l'époque m'avaient demandé s'il était possible de contacter quelques femmes et de se diriger à cette manifestation qui était pacifique. On nous avait même ordonné de ne pas avoir même une épingle à nourrice à l'époque. Donc, étant donné que j'étais quand même un petit peu, disons, plus capable que ces femmes-là qui ne sortaient pas de chez elles et que moi j'étais déjà dans le combat, donc j'ai pu obtenir quelques femmes qui ont eu le même courage que moi. Sauf que moi je suis partie avec un bébé de 3 mois. Je m'excuse parce que quand c'est beaucoup d'émotions. Je suis partie avec mon fils qui avait 3 mois à l'époque et on s'est dirigé pacifiquement, toute une équipe de femmes, sur la place Bonne Nouvelle. On a eu la chance tout le long de la route de ne pas rencontrer de policiers, mais malheureusement, arrivé là, vers la Seine, là, ils commençaient déjà à matraquer les hommes surtout, et ils commençaient aussi sur les femmes. Bon, moi, la seule chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur une femme, une Française qui était très bien, qui m'a fait rentrer dans le hall de sa maison en me disant que ma place n'était pas là, malheureusement. Mais je lui ai expliqué que moi je combattais pour l'indépendance de mon pays, que ma place était là. Donc si aujourd'hui vous me voyez parmi vous, c'est grâce à cette femme, parce que j'aurais pu être tapée, jetée dans l'eau, et même mon fils. Mon fils est né le 2 juillet, donc c'est pour vous dire qu'il n'avait que quelques mois. Bon, peut-être que maintenant avec le recul, je le ferai peut-être pas. Déjà parce que je ne peux pas courir, ça c'est la première chose. Mais je compte pas sur d'autres choses puisque je vais à chaque fois en République et j'ai fait les manifestations à Alger en tenue kabyle pour bien représenter la Kabylie entre parenthèses. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, je pourrais y répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça a été horrible parce qu'on attrapait des hommes. La première question que les policiers demandaient, c'est « Est-ce que tu sais nager ou pas ?» Et s'il disait, il avait le malheur de dire non, il jetait dans la Seine. Donc moi j'ai pu échapper, peut-être grâce à cette femme où ma vie était longue. C'est possible aussi. Mais c'était horrible. La preuve, c'est que jusqu'à présent, j'ai la voix qui tremble parce que j'ai vu des horreurs devant moi, des gens tombés par terre, plein de sang. Parce qu'ils matraquaient, hein, les gens, c'était pas seulement les emballer comme ça, ou les jeter, mais avant de les jeter dans la Seine, il y avait des horreurs parmi moi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser, je suis prête à vous répondre. Merci pour tout m'avoir écouté. Merci Djamila, c'est évidemment avec émotion que vous évoquez cette période que vous avez vécue. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez été... parce qu'il y a eu cette manifestation du 17 octobre 61 très importante, et on oublie toujours d'évoquer ce qu'ont fait les femmes. Elles étaient présentes le 17 octobre avec leurs enfants, comme vous l'étiez, Djamila, et elles étaient présentes le 20 octobre, parce que quand il y a eu... D'abord, il faut rappeler qu'il y avait près de 30 000 Algériens qui manifestaient, qui arrivaient des banlieues, des bidonvilles et de toute cette périphérie de la capitale pour rentrer sur Paris dignement, pacifiquement, on l'a évoqué, pour protester contre ce couvre-feu. Il y avait les femmes. Et lorsque, au sortir de cette manifestation où il y a eu des centaines de morts, il fallait compter les siens quand on rentrait à la maison, et des hommes n'étaient pas rentrés. Donc les femmes ont manifesté le 20 octobre. Vous étiez de cette manifestation, vous, Djamila, du 20 octobre, vous pouvez nous en parler, parce que les femmes ont été
interpellées, ont été arrêtées, elles ont été aussi violentées, hein, matraquées aussi, enfermées dans des stades et des gymnases, et il y a eu une certaine violence aussi auprès des femmes. Parce qu'il y a eu le 20 octobre pour réclamer où étaient vos époux, vos fils, vos frères. Et il y a eu un peu plus tard encore, parce qu'il n'y avait toujours pas de réponse, le 6 novembre aussi était un jour important, puisque là, des hommes avaient été emprisonnés. Ils étaient emprisonnés à Paris ou à Fresnes, et là, il n'y avait pas, on disait toujours pas aux femmes où étaient les hommes. Vous vous souvenez aussi de cette dure période aussi? C'était à peu près la même chose que pour les hommes, sauf que les femmes venaient avec des landaux, des bébés dans les bras, des landaux, avec 2-3 enfants. Bon, moi je suis retournée toujours avec mon fils, puisque je me suis dit, il est tout petit, au moins si je meurs, il va mourir avec moi. Eh ben oui. Bon, au moins les autres, ils commencent à grandir. Mais ça a été à peu près la même chose. Ils n'avaient aucun sur la tête, sur les jambes. On retrouvait des femmes aussi allongées par terre, plein de sang. Je pense qu'il n'y a eu aucune pitié, malgré que. Mais le courage des femmes était là. Elles n'ont pas lâché l'affaire. Elles sont restées jusqu'au bout. Et moi, si j'ai voulu combattre, c'est que j'ai commencé bien avant, hein, puisque j'étais porteur de valises. S'il y en a qui ont lu voilà, j'ai été arrêtée à une époque. J'ai des cicatrices jusqu'à maintenant. J'ai été emmenée à la piscine. Je ne sais pas si vous savez où est la piscine. C'est du côté de Bagnolet. C'est ce qu'on les appelle maintenant la piscine, mais on nous enfermait là-bas. Lorsque je suis redescendue de cet endroit, ma tante ne m'a pas reconnue. J'étais démontée de la tête. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que les femmes ont pu subir, mais je leur tire chapeau parce qu'elles ont été très courageuses et elles le sont encore de nouveau quand on est dans les manifestations à Alger. J'ai fait toutes les manifestations d'Alger, croyez-moi que les femmes sont soucieuses. Vive les Algériennes. Merci Jamila. Alors, je présentais tout à l'heure Mimouna, donc de l'association Africa qui œuvre sur le terrain comme femme militante, féministe, citoyenne et qui a œuvré longtemps sur cette reconnaissance du 17 octobre 61. Quel sens ça a pour toi, Mimouna, que d'être depuis de longues années sur ce combat de reconnaissance? Il y a une plaque, une stèle, le nom des gens dans la ville. Comment ça s'est passé toute cette transmission? Moi, je vais vous expliquer un peu dans le prolongement de ce que Jamila a expliqué. Moi, cette histoire du 17 octobre, en étant enfant, bien évidemment, les parents... il y a beaucoup de choses que les parents nous ont cachées, non pas parce qu'ils voulaient nous cacher des choses, mais c'était aussi... voilà, par pudeur, pour pas, voilà, parce que c'est quand même des choses qui sont assez dramatiques. Comme beaucoup de parents n'ont pas parlé de la guerre d'Algérie en elle-même, d'avoir décrit le drame de cette guerre. Moi, au début des années 80, je fais partie, avec Samia, de ce qu'on appelle la deuxième génération. Et on sait qu'il s'est passé des choses dans nos familles, on sait que nos parents ont subi des choses, et on essaye bien évidemment d'obtenir des réponses. Et au début des années 80, lorsque démarre la marche pour l'égalité, vous savez, cette grande marche de 83 qu'on a appelée la marche des beurs, parce que deuxième génération, on part aussi c'est aussi une période où on part à la recherche de notre histoire et on pose beaucoup plus de questions dans notre famille et on s'interroge et on étudie. Moi, pour ma part, j'ai lu beaucoup de livres et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, Samia, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, puisque le livre de Jean-Luc Einaudi sur la bataille de Paris est paru en 90-91, au début des années 80. Il faut vraiment chercher dans les bibliothèques et même quelquefois les bibliothèques universitaires pour trouver une trace de ce 17 octobre 61. Et voilà, on découvre que la violence policière dans laquelle... Alors moi, c'est vrai, en tant que femme, je n'ai pas été victime de violences policières dans les années 80-90, mais mes frères, on en revient toujours à cette histoire dont a parlé Jamila, on s'attaque un peu moins physiquement aux femmes et on s'attaque beaucoup aux hommes. Moi, mes frères ont connu le racisme, ils l'ont connu de manière assez violente, puisque j'ai 2 frères qui ont fini par être expulsés en Algérie. Et voilà, c'est tout ça, tout ce qui se passe dans nos familles qui nous amène à vouloir comprendre voilà, l'histoire de cette violence policière. Et on découvre que voilà, la police républicaine française a fait un massacre en plein cœur de Paris, en pleine guerre d'Algérie,
ce 17 octobre 1961. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais aussi jeune militante politique et je demande des comptes aux organisations politiques, particulièrement une dans laquelle j'étais. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne nous avez pas parlé de cette journée? Et on découvre aussi le silence de certaines organisations de gauche, la frilosité. On va pas réveiller, il ne faut pas réveiller les morts, il ne faut pas qu'on en parle. Et il a fallu quand même à la fois le courage de quelques historiens, parmi lesquels Benjamin Stora, Jean-Luc Einaudi, mais aussi le courage des militants et des militantes que nous étions pour partir à la recherche de cette histoire. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, Samia, mais lorsque la marche est arrivée à la veille du 3 décembre, on était au quai de Gemap, voilà, à jeter des œillets dans le canal pour ne pas oublier, pour dire, voilà, on est les enfants de cette histoire. Nous sommes les enfants du 17 octobre 61. On était nés ou on venait de naître. Et nous, on ne veut pas, comme beaucoup de gens nous le disaient à l'époque, ah oui, mais vous, la deuxième génération, vous êtes les civilisés, vous avez été à l'école, vos parents, c'était des incultes, des ignares. Nous, on n'a pas marché dans ce truc-là. Nos parents, on les a considérés vraiment comme des combattants, des gens qui ont affronté le colonialisme français ici, à l'intérieur du pays colonisateur. Et il fallait quand même une sacrée dose de courage, comme Jamila vous l'a raconté tout à l'heure. Donc nous, on décide, en cette arrivée à la marche à Paris, on décide de se proclamer héritier de cette histoire, parce que les violences policières qui nous massacraient, qui massacraient nos frères et nos enfants dans les banlieues, moi je viens de la Courneuve, ce qui a été aussi le déclencheur de cette marche, c'est la mort du petit Toufik Ouanès, en juillet 83, qui a été assassiné par un voisin qui était excédé par les bruits des pétards à la veille du 14 juillet. Donc voilà, et les crimes racistes et sécuritaires ont continué dans les banlieues et on se réapproprie peu à peu cette histoire. Voilà, on demande des explications, on veut savoir ce qui s'est passé et on avance aussi dans nos revendications. Donc nous, on a été avec quelques pionniers et pionnières du début, souvent seuls, dans les années 80, à commémorer ce 17 octobre. À l'époque, il n'y avait pas tous les partis politiques qu'il y a eu, il n'y avait pas toute la gauche dont Souarette parlait tout à l'heure, qui a fait des plaques et tout dans les mairies. On était quand même bien seuls. Voilà. On était entre nous, on était entre enfants d'immigration, entre immigrés. Mais on a continué le combat. Et localement, donc il y a eu la plaque de la Noé à Paris. Nous, à la Courneuve, on a été une des premières villes à avoir une rue du 17 octobre 61. Et on ne s'est pas contenté de dire à la mémoire des Algériens massacrés, voilà, comme on l'a fait à Paris. Nous, on a voulu que la responsabilité du gouvernement français soit écrite, que les gens qui passent dans cette rue, que les gens qui passent devant cette stèle, puissent voir que voilà, ce massacre, il n'est pas tombé voilà, du ciel. Il y a des gens qui l'ont ordonné, et en premier lieu Papon, le préfet de police de l'époque. Papon, sinistre quand même, bien connu pour la déportation des enfants juifs pendant la Deuxième Guerre. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de continuité et qui continue encore aujourd'hui quand on nous dit mais non, la police française, elle est républicaine. Enfin voilà quoi, elle est peut-être républicaine dans le cadre, mais elle est quand même bien pourrie de l'intérieur, parce que juste quand même la rafle du Veldiv, c'est pas des nazis qui ont été chercher les juifs, c'est bien des policiers français qui ont fait la rafle, qui ont continué le 17 octobre 61 et qui quelque part continuent aussi dans les années 80, voilà, de s'attaquer aux enfants maghrébins et aujourd'hui plus particulièrement aux enfants noirs. Voilà, moi je dis le mot tel qu'il est, parce que les violences policières aujourd'hui, c'est aussi cette réalité. Donc voilà, je vais terminer en disant que nous, on n'a jamais voulu faire de ce 17 octobre, bien sûr, il y a une partie hommage à ceux qui sont morts, mais on veut aussi marquer le fait que ce racisme-là, il continue encore de tuer aujourd'hui dans les quartiers. Il y a encore beaucoup de racisme, beaucoup de mépris, beaucoup de... Voilà. Et on a fait... donc voilà, chaque année, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'un peu officiel, mais on essaye quand même d'être toujours présent, parce qu'on ne veut pas nous voler notre histoire. Je disais tout à l'heure que depuis 2 ans, on participait à la commémoration officielle, mais le maire de la Courneuve ne nous donnait plus la parole depuis 2 ans. Il préfère donner la parole au consul d'Algérie. Je ne vois vraiment pas le rapport. Mais cette année, il a de la chance, il a échappé parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'on lui a dit cette année, une année on a commémoré tout seul, sans eux. Voilà. On a fait sans eux.
Voilà, ce que je voulais terminer juste pour dire qu'on a réussi aussi à obtenir qu'à la Courneuve, il y a un monument aux morts. Donc on a un monument avec tous les noms des gens qui ont été tués, les gens qu'on connaît, voilà, qu'on a pu retrouver, voilà, les noms. Parce qu'on veut vraiment montrer que ce n'était pas des anonymes, hein, c'était des hommes, des femmes, et parmi lesquels une enfant, la petite Fatima Bédard de Saint-Denis. Et donc voilà, nous on a donné le nom de Fatima à beaucoup de nos salles, dans nos initiatives, et le combat continue contre cette occultation. Merci Mimouna. Juste un mot avant de passer à une deuxième partie, c'est difficile, on aurait encore à parler longtemps, mais je vais donner la parole à Swan, mais se dire que un rendez-vous de commémoration est important parce que ça acte aussi dans la mémoire collective ce 17 octobre 61. Et je crois que si depuis 30 ans, 40 ans maintenant, 91, où il y a eu les premiers, j'allais dire c'est un peu le tournant de cette volonté collective de penser, mais aussi penser, si je puis dire, le 17 octobre 61, c'est aussi, en parler, c'est aussi l'apaiser d'une certaine manière quand même, et dire dans ce pays que le 17 octobre 61, voilà ce qui s'est passé, que ça doit s'inscrire sur des monuments, sur des plaques, mais dans les manuels scolaires et dans la mémoire politique aussi, c'est important. Et la mémoire politique, c'est la reconnaissance qui exige des historiens, pour ne pas nommer Olivier Lecourt-Grandmaison, qui rappelle souvent, comme d'autres d'ailleurs, que c'est aussi une volonté de reconnaissance des plus hautes autorités de l'État. Parce que certes, il y avait Papon, mais Papon, il a agi parce qu'il y avait au-dessus un général, et qu'aujourd'hui, la reconnaissance des plus hautes autorités de l'État, elle a du sens et elle a son importance. Voilà un peu pour cette partie historique qui nous concerne, et vous et nous. Et je vais donner la parole à Souad pour aller dans l'actualité de notre Algérie. Ben en fait, le lien est très bien fait parce que en fait, on part du 17 octobre 61 et de l'occultation du 20 octobre 61 et comme tu as dit après du 6 novembre où les femmes ont eu leur importance. Et l'on voit très bien comment il y a une invisibilité de l'histoire des femmes dans la grande histoire alors qu'elles y participent amplement et au prix de leur vie aussi, au prix de sacrifices comme vient de nous le rappeler Jamila et comme l'a rappelé Mimouna aussi avec le nom des personnes assassinées par la police à cette date-là. Et donc le lien se fait très bien pour parler de l'occultation et de tout ce qui a été l'occultation aussi à la sortie de la guerre d'indépendance en Algérie et du combat des femmes et de ce qu'elles se sont engagées. Et j'ai à côté de moi Mina Kassi qui a donc écrit ce livre aujourd'hui pour 2019, One, Two, Three, Nouvelle Algérie. Présenter Mina, qui est-elle? Mina en fait est journaliste, elle a été journaliste à l'Humanité, mais elle a écrit déjà aussi un premier livre, on en parlera une autre fois. Mais ce qui m'a intéressée, moi, du fait qu'elle soit là ce soir, c'est parce que c'est vraiment le lien du fil de génération en génération. Mina est écrivaine, mais c'est aussi une femme et c'est une féministe. Et moi, pourquoi j'ai été au départ très touchée par son livre? Parce que Mina, comme vient de le rappeler Jamila, c'est une Française, mais héritière, parce que moi, j'aime pas le franco-algérienne, c'est une héritière de l'immigration algérienne. Et quand elle m'a envoyé son livre, elle m'a écrit une petite phrase, Mina m'a écrit une petite phrase, et elle m'a écrit « Une histoire algérienne, ton histoire ». Et je n'avais pas encore tourné les pages et j'ai dit « Mais Mina », dans ma tête c'était comme ça, « Mais Mina, c'est aussi ton histoire ». Et en fait, quand je me suis mise à tourner les pages de l'avant-propos, quel plaisir de retrouver Mina, héritière de son histoire algérienne. Ton histoire, Mina, c'est celle-là aussi. C'est celle que pendant des années, tu as enfouie au fond de toi et qui, je connais Mina, donc je peux dire que c'est quelqu'un qui ne s'épanche pas. Et donc, quand j'ai lu ce qu'elle écrivait au départ, quand elle a dit « Je suis assise à la table de la cuisine », mon époux me raconte une scène du documentaire animalier passé la veille à la télé, ça m'a rappelé Felleg. Je l'écoute à peine, la tête ailleurs, pleine d'une autre scène, lancinante, perturbante, fascinante, celle d'un peuple remonté,
ulcéré par le mépris et l'arrogance affichés à son encontre par un clan qui ose lui présenter un candidat agonisant à la présidentielle. Et elle va être surprise d'être submergée par cette émotion qui va la travailler. Et c'est cette larme de fond d'émotion qui l'envahit, qui fait qu'elle se dit qu'elle voudrait être là-bas. Et Jérôme, son époux, va l'encourager et lui dit tout simplement « Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre un billet d'avion ?» Question limpide, simple, généreuse. Elle partait 2 jours plus tard. Et au cours de ces mois où elle va être là-bas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que son histoire algérienne, elle va la reprendre au fil des années et elle va nous présenter un livre en 10 chapitres qui nous mène de l'appel du 22 février à penser la liberté. Tout au long du livre, nous voyons défiler des personnes anonymes aux personnes beaucoup plus connues, des initiatrices et des initiateurs de ce mouvement révolutionnaire, mais de tous ceux et toutes celles qui ont fait l'Algérie depuis près de 58 ans. C'est une analyse de l'année certes 2019, des manifestations pacifiques, mais elle détricote et tricote, elle remonte le temps, prenons en compte les événements marquants tout au long des 59 années d'indépendance de l'Algérie. Mais ce qui m'a plu surtout, pour une fois, c'est la place consacrée aux femmes. Et il n'y a pas que les femmes. Ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'elle met le doigt sur 2 problèmes politiques majeurs en Algérie. La place des femmes dans la société algérienne et la place de la diversité culturelle à travers la question kabyle et où elle va insérer dedans aussi la place des femmes kabyles. Et donc, elle nous parle de cet enjeu de société, leur combat qui s'inscrit dans la demande d'un état de droit et de la démocratie, comment les jeunes entrent dans ce mouvement féministe, comment elles s'interrogent, ces féministes, sur le camp des démocrates. Et puis, je reviendrai ensuite vers toi, Mina, parce qu'on va te donner la parole pour que tu nous dises un peu pourquoi tu as écrit ce livre et est-ce que c'est simplement l'Algérienne qui s'est réveillée? Est-ce que, comme tu le dis, une journaliste ne peut pas rester neutre? En fait, la neutralité n'existe pas. Et vraiment, Mina, je te remercie pour ce livre parce que certains diront, nous, les Algériens, les Algériennes, on connaît tout de ce qu'elle dit là-dedans. Je connais la modestie des Algériens, des Algériennes quand ils lisent un livre. On sait tout ce qu'elle a mis, on n'a pas besoin de le savoir. Oui, nous le savons parce que nous sommes militants et militantes. Et c'est sur ce travail de la mémoire, justement, que ce livre est bien. Parce que nos enfants, et peut-être nos petits-enfants, ne connaissent pas notre histoire à nous et ne connaissaient pas l'histoire entièrement de leurs grands-parents aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revoir tout ce combat de 62, de même avant 62, de 88, de 2001, pour arriver à 2019. Merci Mina pour ce livre qui est vraiment un rappel à la mémoire et à la commémoration des femmes et des hommes qui ont construit cette Algérie d'hier avec des espoirs et qui sont allés de désillusion en désillusion, et espérons que les femmes et les hommes de One, Two, Three, Nouvelle Algérie ne vivront pas dans la désillusion. Franchement, j'ai été très touchée par ce que tu viens de dire. Je suis vraiment reconnaissante, voilà, de ces paroles me concernant, parce que bon, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur, c'est clair. Disons, un livre sur l'Algérie, j'avais pensé à écrire un livre sur l'Algérie depuis déjà pas mal d'années. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'avais envie d'écrire un livre sur l'Algérie. Disons, quand il y a eu les années noires terroristes en Algérie, dans 90-2000 à peu près, j'ai renoué un petit peu avec ce pays-là, dans le cadre de mon travail. Hein. Donc je suis allée plusieurs fois en Algérie pour témoigner de ce qui se passait, pour décrire les situations, pour enquêter, savoir vraiment ce qui se passait là-bas, d'autant plus que les journalistes étrangers
ne pouvaient pas s'y rendre. Moi, j'avais déjà à l'époque la nationalité, enfin, le passeport algérien, ce qui me permettait donc de faire ce travail-là auprès donc, de la population algérienne qui était mise en quarantaine pendant quand même, vous le savez, plusieurs années, d'autant plus que tout le monde, enfin, beaucoup de gouvernements à l'étranger se demandaient qui tue qui. C'était vraiment la grande question à l'époque, qui tue qui. Et personne n'avait compris à l'époque que les terroristes voulaient par les armes arriver à créer l'État islamique dans la région. Donc moi j'ai renoué avec ce pays-là à ce moment-là. Je me disais j'écrirai un jour quand même un livre sur l'Algérie parce que c'est un peuple qui le mérite. Les Algériens et les Algériennes le méritent. C'est un peuple qui souffre énormément depuis un certain nombre d'années. Bon, ben, ça ne s'est pas fait. Quand le 22 février 2019 est advenu, donc là, je me suis dit, bien évidemment, que ma place était là-bas. J'y suis allée une première fois, donc je crois que c'était oui, c'était juste avant le 8 mars, c'était la troisième manifestation. C'était un vendredi de troisième manifestation. J'y étais pour écrire un article. Et j'ai fait effectivement un long article qui est sorti sur le site Le Média. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait que le format livre qui pouvait vraiment rendre compte des raisons qui poussent un peuple qui était tétanisé, un peuple qui se disait, il y a un chapitre dans mon livre qui s'intitule « Nous étions un peuple mort ». Effectivement, les Algériens se disaient morts, on était un peuple mort. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un peuple renaisse? Qu'est-ce qui fait qu'un peuple qui a été vraiment martyrisé, qui a été violenté, qui a été broyé, qu'est-ce qui fait qu'il renaît, qu'il arrive à faire un tel mouvement après 10 ans quand même de terrorisme terrible, hein. Je ne reviens pas là-dessus, vous trouverez un chapitre là-dessus, et puis après 20 ans quand même d'un gouvernement, d'un président, d'un pouvoir, parce que je sais pas, c'est un gouvernement, d'un pouvoir qui a muselé la société par tous les bouts. Il a absolument, et puis qui a utilisé bien évidemment la peur quand même des Algériens vis-à-vis du terrorisme pour pouvoir faire absolument ce qu'il voulait. Voilà. Et moi, effectivement, comme le disait Soad, ça fait maintenant 30 ans que je suis journaliste, une trentaine d'années que je suis journaliste, et depuis 30 ans, en fait, je me suis toujours intéressée, dans le cadre de mon travail, hein, à la cause des femmes, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine politique, social, sociétal, culturel, sportif, j'ai toujours porté une attention particulière sur cette question. Et bien évidemment, c'est naturellement hein, que mon regard s'est porté sur les femmes d'Algérie quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et donc, en dehors du chapitre sur les femmes, qui est consacré aux femmes, il y a aussi, bien évidemment, la parole des femmes qui est restituée au même titre que celle des hommes dans tout le livre. Hein. Et en fait, j'ai même pas allé... ça s'est fait naturellement. Pourquoi? Parce que, en fait, les femmes, elles ont joué dans ce moment-là, je vais essayer de ne pas être trop long, je crois, hein. Les femmes ont joué dans ce moment-là un rôle particulier. C'est-à-dire que grâce à elles, on est arrivé à ancrer le mouvement citoyen, qui est né donc le 22, à ancrer dans la durée hein, ce mouvement citoyen, et qui est né ce mouvement qui est né le 22 février 2019. Disons qu'après l'annonce de la candidature de Bouteflika, il y a eu un appel anonyme qui a été lancé dans les réseaux sociaux, qui a été envoyé dans les réseaux sociaux contre le 5e mandat. C'était un appel pour un vendredi, donc un 22 février, oui c'est ça, donc le même jour, la même heure, c'était après la prière, la principale prière à la mosquée, et cet appel anonyme, quand même, il y a eu quand même une réponse assez nombreuse. Il y a eu des milliers de personnes, d'Algériens qui ont
répondu à cet appel, qui étaient dans les rues. Mais que ce soit ce premier vendredi-là ou que ce soit le suivant, il y avait très peu de femmes quand même dans le mouvement. Il a fallu en fait qu'il y ait ce troisième donc, mouvement, comme je le disais tout à l'heure, le 8 mars, pour que les femmes sortent. Et elles sont sorties. Pourquoi elles ne sont pas sorties? D'autres personnes non plus ne sont pas sorties. Pourquoi il a fallu le 8 mars pour que les milliers de personnes qui ont manifesté deviennent des millions de personnes? Parce qu'au début, il y avait des gens qui avaient peur pour différentes raisons. Il y avait la raison, est-ce que cet appel après la prière, est-ce que ce n'est pas un appel des islamistes? Quand tu passes par une décennie noire, terroriste, tu n'as pas envie de revivre ce genre de choses. La deuxième chose qui était encore plus nombreuse par rapport aux gens que j'ai rencontrés, c'était qu'ils avaient peur de la répression. Hein. Ils avaient peur que les manifestations elles dégénèrent en émeutes. Ils avaient en fait en tête les dernières expériences, celle de 2001 en Kabylie, qui s'est quand même soldée, ces émeutes sont soldées quand même par 127 jeunes tués par des gendarmes. Ils avaient en tête aussi le 5 novembre 88, qui est pareil, octobre, excusez-moi, octobre 88, comme quoi, hein. C'est très bien, il y a des personnes qui suivent, c'est bien, ils connaissent bien l'histoire, c'est pas mal. Le 5 octobre 88, qui s'est là aussi soldé par des centaines de morts. Or, l'entrée des femmes dans le mouvement, dans les marches citoyennes, qui après deviendra petit à petit un mouvement, elle a permis que la stratégie qui était définie par les acteurs et les actrices du mouvement, qui était en fait, on fait des marches pacifiques, la silmiya. Il faut à tout prix la silmiya parce que c'est une arme redoutable contre un pouvoir qui est toujours prêt à réprimer et à exalter quand même les violences pour que toute contestation, cesse. Oui, alors je disais, donc la foule, moi j'y étais le 8 mars, donc je l'ai vu à Alger, j'ai vu comment on était serrés, comment on était nombreux et nombreuses. Ce jour-là, et les autres fois aussi, les autres manifestations, c'est une foule avec des femmes de toutes générations. Il y avait des bébés filles jusqu'à la mémé. Il y avait vraiment toutes les générations de femmes étaient dehors. Elles ont entraîné bien sûr avec elles les hommes aussi. Et quand on voit une foule comme ça, avec des poussettes, des mémés, des bébés, tout ça, il n'y a aucun pouvoir qui peut réprimer aussi massivement et faire en sorte que la révolte devienne émeute. Et c'est pour ça que je dis que cette révolte-là, en fait, elle s'est transformée là aussi au fil quand même des manifestations, en un mouvement citoyen, un mouvement national, un mouvement populaire et un mouvement unique. Qu'est-ce, à ton avis, quel est ton regard sur l'évolution de l'Algérie au regard de ce qui se passe actuellement et suite aux derniers événements qu'il y a eu sur les féminicides en Algérie et qu'aujourd'hui on comptabilise quand même 40 femmes victimes de féminicide. On part de l'indépendance de l'Algérie en territoire et comment on passe aussi de l'indépendance à un peuple dans son indépendance politique. Parce que je pense que les deux sont liés sur les violences politiques et cette violence institutionnelle qui existe depuis le départ, à la fois contre le peuple, mais surtout contre les femmes en Algérie. Enfin, je ne sais pas si je vais répondre quel regard par rapport à la violence aujourd'hui envers les femmes. Le féminicide, en tout cas, il existe partout. Ah oui. Ce qui est important, par contre, en Algérie, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que c'est peut-être la première fois où, à la mort de cette fille, de cette jeune femme, Shaima, donc qui a été donc tuée par un violeur, violée et tuée et brûlée. Peut-être que ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'on voit quand même une vraie évolution dans la société algérienne, c'est qu'il n'y a pas eu occultation, il n'y a pas eu, c'est pas une question, elle n'est pas devenue une question taboue comme habituellement. Il vaut mieux, surtout quand il s'agit de viol et tout ça, il vaut mieux taire les choses, ne rien dire. Là, quand même, toute la société en a parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux,
que ce soit des manifestations dans des villes, je ne sais pas, dans les petites villes, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais dans les grandes villes, il y a eu quand même je parle d'Algérie, hein, il y a eu plusieurs manifestations en Algérie. Et finalement, ça m'amène à le deuxième point que je voulais soulever avec vous. Au moment de... Je pense que les féministes d'Algérie avaient raison quand elles ont dit, au démarrage du mouvement politique citoyen en Algérie en 2019, hein, elles ont dit, nous, je parle des féministes, hein, on ne parle pas des femmes, je parle des féministes, elles ont dit, nous, on veut mener un double combat. Le combat qui est général à tout le monde pour une république libre et démocratique, et puis pour un État civil et non militaire, mais on mène aussi le combat pour la liberté des femmes, pour l'égalité entre les sexes. On ne veut pas dissocier les choses. Par quoi elles disaient ça? Justement, elles tenaient compte de l'expérience des féministes historiques qui leur ont expliqué, à travers plusieurs débats, de rencontres et tout ça, qui leur ont expliqué comment elles, ces féministes historiques, on leur a dit, les femmes, comment les femmes... elles ont participé bien sûr à la guerre d'Algérie, donc on a un exemple ici avec Jamila. Elles ont participé aussi après pour vaincre le terrorisme, et puis on leur a dit bien sûr de rentrer chez vous. Là les féministes algériennes d'aujourd'hui, quand je dis d'aujourd'hui, elles rassemblent les anciennes et les nouvelles féministes. Hein. Elles ont dit non, nous on mène ce double combat. Je ne vous cache pas qu'au sein même du mouvement féministe, la question a été posée. Elles se sont rencontrées dans différentes wilayas, différents départements. Elles ont posé carrément la question, est-ce que c'est judicieux de mener ce double combat? Elles ont tranché, elles l'ont écrit dans la presse, je l'ai lu, je les ai rencontrées. Elles ont tranché, oui, c'est indispensable de mener les deux en même temps. Mais ce débat-là, il a traversé le courant des démocrates, je ne parle pas des autres, hein, je ne parle pas des islamo-conservateurs, je parle du camp des démocrates. Il a été soulevé aussi, il a traversé le courant des démocrates, mais là le débat n'est pas tranché, il n'a pas été tranché. Hein. Voilà, mais ce que je remarque en tout cas, il est vrai que la société algérienne, moi j'étais très surprise par le conservatisme, par l'islamo-conservatisme qui se répand vraiment particulièrement quand même en Algérie. J'étais assez surprise quand même que ça prenne autant. Donc il est fort, il est très très fort. Et l'oppression, elle est générale pour tout le monde, mais elle est encore plus forte quand même, cet étouffement, cette sensation d'étouffer, d'être prisonnier. Ça concerne vraiment énormément de femmes que j'ai rencontrées, et je crois qu'il y a une vraie souffrance psychique, sociale, au sein même de la population féminine. Et ce qui est important quand même aujourd'hui, pour rester quand même dans ce qui évolue, c'est que ce soit sur ces questions-là d'égalité, que ce soit de liberté des femmes, c'est que ça devient un débat dans la société. Et moi, une fois que la question devient un débat dans la société, ça veut dire que tu peux avancer. Tant qu'elle est taboue, on fuit, là, effectivement, il y a un problème. Mais là, la question est soulevée. Merci. Oui. Je voulais juste dire un mot. Juste, pardonne-moi, soit je voulais juste faire le lien avec la présence de Jamila, puisque tu en as parlé aussi, Mina. Il y a la présence des anciennes aussi dans les manifestations en Algérie. Je pense à Louisa Thierry-Laris et à d'autres femmes qui étaient là. C'est aussi une manière de dire qu'il faut continuer le combat, il faut être présente toujours dans cette histoire de l'Algérie. Il faut être présente pour se rappeler ce qui s'est passé dans cette période. Je trouve que le lien est fort là entre Jamila et Louisa Thierry-Laris à Alger, puis Jamila encore à Alger, elle nous l'a rappelé tout à l'heure. Je pense que c'est important que les anciennes, si je peux me permettre de le dire ainsi, soient aussi là pour transmettre et dire aux nouvelles générations le combat important. Non, c'est vrai que je disais que c'était un mouvement national, citoyen, populaire. Alors, il y avait aussi effectivement ce que j'ai, lors de mon enquête, hein, quand même en Algérie, j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait la génération
bon, il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même, la génération de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie et la génération actuelle. Et ensemble, ils se disent, on marchera jusqu'à ce que le système tombe. Ce système qui est imposé depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 1962. Ce qui est intéressant quand même en Algérie, c'est que les Algériens ont envie de se réapproprier aussi cette histoire de la guerre d'Algérie. Ils veulent se la réapproprier. Ils veulent que le gouvernement, que le système, que le pouvoir algérien rende des comptes, lui aussi, de ce qu'il a fait de cette indépendance et pourquoi alors que l'Algérie devait devenir une république libre et démocratique. Ça, c'était dans la plateforme de la Soumam quand même. Hein. C'était en 1956, ça a été décidé, acté lors d'un congrès. L'Algérie devait devenir une république libre et démocratique. L'Algérie devait se séparer le politique du religieux. L'Algérie devait avoir le pluralisme politique. Tout ça, ça a été dévoyé par une caste. Hein. Ça, on le sait, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Sinon, il y a des bouquins quand même qui ont été écrits là-dessus. Et pourquoi je disais que c'était un mouvement très fort, un mouvement politique essentiel, c'est qu'il interroge ce système depuis 1962. Vous nous avez volé notre libération. Là, aujourd'hui, on ne veut plus de vous. On veut rompre avec ce système-là. Et à mon avis, le pouvoir actuel, je parle bien aujourd'hui de Tebboune et de l'état-major actuel, il sait que le mouvement actuel, il est important parce qu'il est profondément politique et que ce n'est pas seulement la tête de Bouteflika dont il voulait que le système tombe. Justement, parce que avant de donner la parole à la salle, moi j'avais j'avais pris un petit passage que je souhaitais lire parce que je trouvais qu'il était intéressant pour conclure avec ce que tu viens de dire. Jamila Bouhired, dans le Watan du 13 mars 2019, justement, elle parle aux jeunes et elle parle aux jeunes hommes comme aux jeunes filles. Et le titre de sa tribune, ça s'appelle « Ne les laissez pas voler votre victoire ». Et elle leur dit toute sa joie, je voudrais vous dire toute ma gratitude pour m'avoir permis de vivre la résurrection de l'Algérie combattante que d'aucuns avaient enterrée trop vite. Je voudrais vous dire toute ma joie, toute ma fierté de vous voir reprendre le flambeau de vos aînés. Ils ont libéré l'Algérie de la domination coloniale. Vous êtes en train de rendre aux Algériens, et moi je rajouterai aux Algériennes, leur liberté et leur fierté spoliées depuis l'indépendance. L'ex-résistante du FLN poursuit. Notre génération a été trahie. Elle n'a pas su préserver son combat contre le coup de force des opportunistes, des usurpateurs et des maquisards de la 25e heure qui ont pris le pays en otage depuis 1962. Malgré la colère du peuple qui l'a rejeté, son dernier représentant s'accroche encore au pouvoir dans l'illégalité, le déshonneur et l'indignité. Ne laissez pas ces agents camouflés dans des habits révolutionnaires prendre le contrôle de votre mouvement de libération. Ne les laissez pas pervertir la noblesse de votre combat. Et Jamila Bouhired conclut en lançant un appel aux résistants, et je rajouterai résistantes d'aujourd'hui. Ne les laissez pas voler votre victoire. Revenue sur la scène publique après un long silence, Jamila Bouhired, ancienne condamnée à mort puis graciée, contribue donc, comme on l'a dit, à renouer le fil de cette histoire confisquée et de cette indépendance confisquée. Oui, on va donner la parole à la salle, c'est ce que j'allais proposer, voilà, s'adressant à Amina, Jamila, sur les questions autour de cette Algérie partagée. Bonsoir, merci à toutes, merci à Jamila pour son témoignage. J'aurais bien voulu, si
si on avait la possibilité d'avoir ici Mohamed Harbi pour entendre Jamila parler. Parce que ce familier de l'ACB, qui n'est pas un islamiste, qui n'était pas un islamiste à l'époque, n'avait pas vu le combat des femmes à l'époque, et c'est lui qui a dit la chose suivante, que les femmes qui étaient, Elles ont été magnifiées. elles ont été magnifiées, et que en fait c'était des maîtresses des grands hommes du FLN. Et grâce à des auteurs comme Jamila Amar Al-Min, on a pu voir qu'elle a rendu leur dignité aux femmes combattantes, et on ne l'a pas tellement entendu riposter depuis l'époque. Et j'aurais bien voulu le voir, entendre Jamila et son combat pour voir qu'est-ce qu'il a fait lui dans les salons à Caire et ailleurs, et ce que les femmes ont fait sur le terrain à côté des hommes. Le deuxième point, c'est mon inquiétude concernant le profond islamo-conservatisme de l'Algérie, beaucoup plus profond que celui des voisins, que celui des Marocains, des Tunisiens. La société est gangrénée par l'islamo-conservatisme, elle est dénaturée, et concernant l'affaire, le meurtre horrible de Sheima, les réactions sur les réseaux sociaux sont désespérantes. Certaines, elles font état évidemment d'un peu d'humanisme, mais quand on voit que quelqu'un, un grand professeur de pédiatrie comme le professeur, j'ai oublié son nom, Vaut mieux l'oublier. Mustafa Khiati, pour ne pas le citer, considère qu'elle est en quelque sorte coupable, on se dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut attendre du vulgum pecus? Si un tel professeur, si un tel intellectuel pense de cette façon, qu'est-ce qu'on peut attendre des petites graines de fascisme qui ont tété le fascisme dans les mosquées? Merci. Vous avez parlé de réappropriation de l'histoire par les Algériens. Et je voulais savoir ce qu'il en était, enfin les Algériens en Algérie. Je voulais savoir ce qu'il en était en France, dans le cadre du travail de mémoire que vous avez mené, et s'il y a des interventions dans les établissements scolaires par les témoins de l'histoire, du 17 octobre, du 20 octobre, mais aussi par les militants de la mémoire. Bonjour à toutes et à tous, Azzouk Laouen. Vraiment ravie du coup d'être là et d'avoir entendu ce beau témoignage, c'est émouvant pour finalement la jeune militante que je suis, moi, d'entendre ça et de voir, voilà, quelque part on est un peu les dignes héritières. Merci infiniment à Nadjamila et ravie de retrouver Mina après presque 20 ans, puisque la première rencontre, oui, Sarek le sait. On s'est rencontrés une première fois en Kabylie en 2001, chez moi, au village. Mais oui, c'est moi. Je t'ai pas reconnue. Eh oui, c'est moi. Je suis là. Et oui, mon petit. Hein. Et j'avais justement, on aura l'occasion d'en reparler sûrement. Justement, Mina, je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est tutoyé à l'époque et c'était une très très belle rencontre. Tu disais tout à l'heure que les femmes, dans ce mouvement de février qui dure, que les femmes ont ancré le mouvement citoyen dans la durée. Comment, en tant que journaliste, tu as pu l'observer concrètement sur le terrain et d'être sûr que c'est finalement les femmes qui ont ancré ce mouvement dans la durée. La deuxième, si tu parlais ce qui pour moi est un paradoxe, puisque tu disais il y a toutes ces femmes, toutes ces militantes, toutes ces féministes qui s'assument et qui sont partie prenante du mouvement, et on l'a vu, toutes ces femmes qui sortent, qu'elles soient voilées, pas voilées, avec des robes kabyles, avec autre chose, elles sont là sur le terrain, et en même temps tu t'alarmes du fait que la société algérienne est en train de tu vois, ce paradoxe est assez impressionnant, parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, et j'ai envie de faire le parallèle, puisque là tu l'as pas évoqué, mais on va le dire sûrement dans le bouquin, c'est que c'est, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, les minorités comme
la question kabyle ou la question de Tamazight qui s'est posée aussi, et qu'à un moment, pour taire les choses, on dit c'est pas le moment, parce que sinon on va diviser le mouvement, et que ça a toujours fonctionné comme ça pour taire. Est-ce que d'après toi, aujourd'hui, en tout cas de ce que tu as vu, des gens que tu as pu rencontrer et que tu as pu interviewer, il y a justement cette maturité que la question de la femme, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est fondamental dans une société. Je me rappelle d'un mot de Ali Yahya Abdonol qui m'a dit, tu sais ma fille, la société algérienne c'est comme un avion qui tente de voler avec une seule aile, ça ne marchera pas, c'est pas possible. J'ai trouvé ça génial comme métaphore. Tamazight c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a toujours dit aux Kabyles, parce que c'est pas les seuls qui portent Tamazight, mais fondamentalement on leur a toujours dit vous vous divisez, et aujourd'hui on l'a vu qu'on a fait finalement avancer. Comment tu peux, toi, expliquer ce paradoxe bizarre entre voilà, ces minorités finalement qui s'expriment et cet extrémisme qui naît dans la société? Merci. Jamila est dans la même association que moi. On n'a pas fait d'intervention dans les écoles. Ben, il faut dire qu'il n'y a pas de demande non plus. Hein. Voilà, parce que même si nous, on pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont sorties de l'occultation. Voilà, c'est plutôt chez les politiques, mais c'est pas encore vraiment arrivé dans la société. On commence à être contacté, voilà, par exemple l'année dernière, on a été contacté par une maison de la culture à Bobigny, voilà, mais c'était quand même un public très militant, mais dans les écoles, non, pas encore. On est plus facilement contacté, par exemple, sur la question des violences faites aux femmes, sur la question du racisme d'une manière générale, voilà, mais c'est vrai que sur cette question, non, pas encore. Voilà, alors peut-être toi, Samia, tu as déjà fait des lycées. Oui. Enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, Mimouna, et ce que demandait Madame, il se trouve que moi, je suis aussi dans une autre association qui travaille beaucoup sur la mémoire du 17 octobre 61, au nom de la mémoire, pour ne pas la nommer, avec un ami, compagnon d'engagement, comme il dit toujours, Mehdi Lalaoui, qui est réalisateur et qui a fait un documentaire qui s'appelle Le silence du fleuve, sur le 17 octobre. Et régulièrement, on est invité dans des lycées pour parler du 17 octobre 61. C'est dans les classes de première et de terminale en général, puisque c'est au programme du lycée. Et on a la chance, et ça aussi ça a été une bataille des historiens et des citoyens, que le 17 octobre 61 soit dans les manuels scolaires. Il y avait 2 lignes il y a 20 ans, maintenant il y a une demi-page avec une illustration de la violence de la manifestation, c'est dire qu'on avance un peu. Et donc moi je suis intervenu plusieurs fois dans des lycées, et demain à cette heure-ci je serai à Marseille pour parler du 17 octobre 61 aussi, pendant 2 jours, d'abord dans un lycée, ensuite en soirée autour justement du 20 octobre avec une association de femmes à Marseille. Voilà, c'est vrai que peut-être pas à Bobigny, j'espère que ça se fera, Mimouna, mais en tout cas, ce 17 octobre 61, il est aussi ancré dans l'éducation et ce devoir de mémoire. Comme on dit toujours, on va reprendre, je voulais juste ajouter cela, le fil des réponses aux questions de Selma dans un instant. Il y avait d'autres. À vous, madame? C'était sur... Oui. C'est une observation. C'était une observation, voilà. Mina, si tu veux répondre à... Oui, enfin, je vais pas monopoliser la parole. Hein. L'ancrage dans la durée par les femmes, c'est effectivement... Bon, moi, de toute façon, j'utilise mes méthodes journalistiques, à savoir les entretiens et l'observation. Donc j'ai vu cette masse d'Algériennes aux côtés des Algériens. Je l'ai vu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qui est vrai, c'est que j'ai discuté bien sûr avec des sociologues aussi, qui expliquent aussi que quand en Algérie en tout cas, quand les hommes eux-mêmes voient des femmes sortir, ils se sentent gênés de ne pas être eux-mêmes dans la rue. Donc c'est tout ça qui a fait. Ce qui est vrai aussi, c'est que quand je dis qu'elles l'ont ancré dans la durée, c'est que s'il y avait eu répression, donc je reviens sur un fait important. Quand le chef d'état-major, à l'époque c'était Gaïd Salah, quand il a vu
qu'il y avait un monde fou, qu'il y avait toute la population algérienne, des femmes et des hommes. Il a vu donc que le rôle que jouaient les femmes là, parce que quand les femmes, je vous ai dit, quand les femmes sont là dans la rue, dans les manifestations, on ne peut pas réprimer comme ça, d'une façon visible, je dirais. Ce qu'il a fait, il a essayé plusieurs manœuvres. Et des basses, bien sûr, manœuvres. La première des manœuvres qu'il a faites, c'est qu'il a envoyé ses nervis dans les premières manifestations pour commencer à agresser les femmes, leur demander de rentrer chez elles et tout ça. Ça ne s'est pas fait, il n'a pas réussi. Donc pourquoi il a fait ça? C'est pour reviriliser le mouvement, faire en sorte qu'il n'y ait que les hommes entre eux et que les émeutes puissent avoir lieu comme habituellement. Et une fois qu'il y a des émeutes, de toute façon, on ne tend plus vers une révolution, mais ça s'arrête automatiquement. C'est pour ça que je dis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'alerte vraiment les gens du mouvement, que ce soit en France ou en Algérie. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent. Je ne parle pas des mouvements contre le féminicide et tout ça. Quand on voit la place de la République, quand ce ne sont pas des marches, quand c'est une agora, c'est-à-dire tenir la place de la République et parler, éduquer politiquement, intellectuellement, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent. Et c'est vrai aussi, dans les manifestations actuellement qui se déroulent en Algérie, il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent. Alors, par contre, ce qui est vrai en Algérie, et je suppose le 1er novembre aussi, quand il y a des dates historiques importantes, elles sortent, elles sont là. Mais si on veut vraiment aller vers cette rupture du système, il faut que les hommes et les femmes se retrouvent vraiment ensemble dans l'action. Ça, je l'ai vérifié. En ce moment, j'alerte. Attention, les femmes, revenez, et les hommes, s'il vous plaît, faites en sorte que les filles, les sœurs, les épouses soient aussi dehors. Voilà. Attends, excuse-moi, le paradoxe, il est normal, je veux dire. Il est partout dans toutes les sociétés. Il y a un combat. Quand il y a un combat, parfois tu gagnes, parfois tu recules. C'est vrai en France comme c'est vrai en Algérie. Alors, en Algérie, c'est difficile, l'Algérie. Hein. Tu connais encore plus la Kabylie, d'ailleurs, sur ces questions de la liberté et l'égalité des femmes. Mais c'est très dur. Moi, je l'ai dit, effectivement, depuis 2001, on s'est rencontrés en 2001, au moment des émeutes en Kabylie. Moi, je suis allée pour faire un reportage. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a, que l'islamo-conservatisme, il progresse énormément. Mais je remarque aussi, c'est un double mouvement, je remarque aussi que les femmes sont 60% de bachelières. Certes, il n'y a que 18% de femmes qui travaillent, mais les femmes sont aussi à des postes qui ont trait avec le public. Alors avant que, par exemple, les serveuses, ça ne se faisait pas beaucoup. Les agents de bureau ou à la poste, on ne mettait pas tellement les femmes. Là, et quand même, elles apparaissent aussi en tant que telles. Et c'est vrai aussi que même dehors, dans les cafés, pas partout, hein, on est bien d'accord, hein, on parle bien des grandes villes. Hein. Dans les cafés, tu peux trouver des femmes qui s'attaquent dehors, elles ne sont pas obligées, à Alger par exemple, moi je l'ai vécu, tu n'es pas obligé d'être à l'intérieur des cafés, tu peux t'attabler aux terrasses, même en tant que femme, même seule, même si tu n'es pas avec un homme, tu es seule, tu peux t'attabler. Et c'est des choses qui avancent, mais aussi, ben voilà, je vous ai dit, c'est un combat, c'est normal, c'est un double mouvement. Et petit à petit, il ne faut pas lâcher, quoi. Il ne faut pas lâcher sur cette égalité et cette liberté qu'il faut acquérir pour les hommes comme pour les femmes. On va reprendre quelques questions, parce que le temps nous presse. On me dit dans l'oreillette qu'on a encore un petit quart d'heure. Oui. Ah, excuse-moi. Vous dites qu'il y a de moins en moins de femmes dans les manifestations. Et moi, j'aimerais bien entendre, madame, comment vous avez fait pour faire ce que vous avez fait, la volonté qui vous a animé pour faire tout ce que vous avez fait, et comment ça a été perçu par les femmes, par les hommes en Algérie, comment ça a été perçu tout ce que vous avez fait, quel a été le retentissement de tout ça.
parler de ce qui s'est passé en France. Non, vous, ce que vous avez Se passe en raconté. Algérie. Non, vous, quand vous êtes sorti, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir? Bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi je faisais partie de la Fédération de France, hein, j'étais agent de liaison, donc j'ai déjà participé à la guerre d'Algérie de cette manière, et lorsqu'on nous a demandé s'il était possible de faire un groupe de femmes pour participer à cette manifestation, c'est ce que j'ai fait, j'ai pu réunir un petit groupe de femmes, on est parti de Saint-Denis, la porte de Paris, jusqu'à Bonne Nouvelle. Bon, jusqu'à là, ça s'est passé à peu près bien parce que c'était toutes des mamans avec des poussettes, y compris moi avec mon bébé dans les bras. Mais lorsqu'on est arrivé à Bonne Nouvelle, là, la police s'est rendue compte qu'on n'était pas venu pour promener nos enfants, mais pour bien manifester auprès de nos frères qui étaient en train de tomber par terre. Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, si ma vie a été... j'ai pu vivre à ce moment-là, c'est grâce à une personne, c'est dommage parce que j'aurais dû prendre son nom, c'est elle qui m'a sauvée, qui m'a fait rentrer dans un hall d'immeuble. Et de là, j'ai pu quand même continuer à vivre cette... comment dire, à être contre ce que faisait la France, parents surtout. J'ai continué mon lot de travail, ce qui m'était dû, puisque le 5 juillet 62, j'ai été expulsée. J'ai fait de la prison pendant quelques jours parce que j'ai été bien sûr balancée par quelqu'un, je ne sais pas si vous trouvez le mot. Donc, le 5 juillet 62, je me suis retrouvée dans un bateau avec mes 5 enfants. J'étais expulsée de France. Quoique moi, je suis née en France, hein, entre parenthèses. Voilà, je suis née à Saint-Denis. J'ai fait mes études à Aubervilliers. Mais mon cœur est algérien. La râle, ça ne se change pas. C'est comme Et ça. ma ville, 93. Voilà. Ma ville, 93, et je suis toujours dans le 9-3. Mais j'ai jamais ailleurs. J'ai Vous vu a- 3 avec l'Algérie. Vous avez raconté à vos enfants le 17 octobre 61, Jamila? Alors, je vais vous dire la vérité. La première qui a su mon histoire, c'est Mimouna. Mes enfants ne le savaient pas. Et à tel point, bon, je suis une ancienne moudjahide, bien sûr, et mon fils me dit de temps en temps, t'as touché tes soins en Algérie parce que moi, tu m'as emmené manifester avec toi. C'est vrai que le pauvre, il est né en juillet, et en octobre, il manifestait dans mes bras. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'ai été bien massacrée par la police française, hein. J'en ai des séquelles jusqu'à maintenant. J'ai passé 3 jours dans un certain commissariat. Et je crois que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je continue, puisque je pars en Algérie pour manifester, hein. Avec une robe kabyle, un mazer, on est là. Et je continue aussi à République. Moi, je pense que je vais à peu près tout dit. Merci, Jamila. En tout cas, il n'y a pas que Mimouna qui connaît votre histoire. Maintenant, on est heureux de l'avoir entendu ce soir à la CB. Il y avait une question là? Oui, mais bon. Voilà, là, et puis là, ensuite. Moi, c'est pour poursuivre, en fait, Jamila. Ça vous dérange pas? C'est pour qu'elle puisse poursuivre. Parce que là, Dans le micro, s'il te plaît. là, j'ai été un peu bluffée et ça me parle. Donc, comment on fait quand on est donc né en France, donc issu de l'immigration? Avant nous, hein, donc bien avant nous, pour s'engager dans la guerre de libération nationale. Ah, mais c'est très simple, je vais vous le lire parce que j'ai été mariée, mon mari à l'époque, c'est mes parents, ma mère qui m'a mariée, je suis partie en Algérie. La première chose qui m'a déçue, qui m'a pas déçue, qui m'a troublée, moi qui avais fait quand même des études en France, c'est m'apercevoir que toutes les femmes en Algérie ne savaient ni lire ni écrire. Et ça m'avait choqué quelque part de voir partout des Fatma, comme ils les appelaient à l'époque. Et quand je suis revenue ici en France, dès qu'il y a eu ce mouvement de FLM, je me suis tout de suite engagée. Voilà, et je pense que mes idées ont commencé à partir de là-bas. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait
ça marchait sur deux échelles. Les colons qui vivaient là-bas et les pauvres femmes qui étaient là-bas, qui étaient des femmes de ménage et presque de l'esclavage à l'époque. Je pense que c'est ce qui m'a poussée à être ce que je suis. Et je continue d'une autre manière, mais je continue. Voilà, puisque je suis avec mes 3 petits-enfants qui vivent avec moi, dont une qui est ici. Bon, donc, qui fait des études pour devenir ingénieur. Ingénieure militante. Voilà. Elle a manifesté, alors elle dit, mamie, je fais comme toi. Elle a manifesté toutes les manifestations d'étudiants. Donc, je suis fière de toi, ça. Ah, très joli. Merci. Oui, d'abord pour vous dire que la manifestation d'octobre 61 était organisée par le FLN. Et il avait été demandé de venir en famille, habillé en costume, cravate, endimanché. Et voilà, c'est pacifique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, même pas une épingle à cheveux, rien dans... Ma mère y était, moi j'étais à Paris à cette époque-là, j'étais tout jeune, mais moi ma mère m'a interdit d'y aller. Et pourtant j'y avais pas 3 mois, j'étais beaucoup plus grand que ça, elle m'a interdit d'y aller. Mais voilà, c'était comme ça. Oui, il y a une question qu'on n'ose jamais aborder quand même, bon, c'est que la libération des femmes, elle aidera à la libération des hommes en Algérie. Il faut qu'on arrive, nous les hommes, à rentrer ça dans nos têtes, et même la libération sexuelle. Oui, mais si on n'arrive pas si c'est toujours un tabou quand on parle de sexe en Algérie, et vraiment les hommes, s'ils veulent pouvoir, plutôt que de rêver, parce qu'on a beaucoup de grands poètes, mais c'est beaucoup du rêve et des fantasmes. Et si nous les hommes, moi maintenant je suis âgé, mais les enfants, les petits-enfants, s'ils peuvent avoir des rapports avec les femmes, il faut qu'ils se libèrent et qu'ils libèrent les femmes. Et c'est une chose qu'on n'ose pas encore aborder vraiment. Non, mais on fera une rencontre prochainement à la CB. Je pense que Jamila est d'accord, elle sera là aussi. Puis on fait une... Mais c'est justement, c'est là où elle est intéressante, la question de Belkacem. Parce que cette question-là, elle interroge sur plusieurs points. Moi, sur cette question-là, j'interroge pas ceux qui sont nos ennemis, les islamo-conservateurs. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis comme l'ensemble des féministes algériennes, j'interroge ceux qui sont dans la famille démocrate et qui sont toujours en train de nous faire régresser parce qu'ils ont un sacré problème quand même avec l'émancipation de leurs sœurs, de leurs mères, de leurs femmes, et qui permettent donc à cette famille des islamo-conservateurs de prendre des lois qui vont porter atteinte à nos libertés, au contrôle, qui vont permettre de contrôler les femmes. Et c'est pour revenir à la question que posait le jeune homme quand il a demandé à Jamila comment vous vous êtes engagée. Depuis le départ, la question des femmes, l'enjeu des femmes, dans le mouvement de libération et même antérieurement au mouvement de libération, s'est toujours posé dans la société algérienne. Le colonisateur l'a posé en premier en nous mettant dans le statut d'indigène et il a mis le qadé en place. Donc c'était le droit musulman qui s'appliquait. Quand il a senti que l'indépendance, les mouvements de libération nationale se sont mis en place, il a sorti la loi Sidkara qui permettait donc aux femmes de divorcer, de répudier leur mari. Qu'est-ce qu'ont dit les militants du FLN? Celle qui utilise la loi Sidkara est traître à la révolution, c'est une contre-révolutionnaire, donc les femmes ne se sont pas engagées à utiliser la loi Sidkara. Et elles ont été un enjeu politique parce qu'ils savaient très bien que les femmes avaient leur importance dans le mouvement s'ils voulaient aboutir à la victoire. Que si les femmes ne participent pas, et on le voit dans tous les pays du monde, que si les femmes ne participent pas, et d'ailleurs elles sont très souvent même à l'aune des mouvements révolutionnaires, parce que c'est elles qui se battent pour le pain, d'abord, et pour leur liberté. Oui. Et donc cette question-là, aujourd'hui, nous la posons aux démocrates, et quand tu dis, Mina, je m'inquiète de ne pas voir les femmes place de la République manifester. Si, elles y sont, mais il faudrait que les égos masculins arrêtent d'être plus
fort que la sono qu'ils utilisent et qui laissent les voix des femmes s'exprimer. Ça serait intéressant. Voilà la question, moi, que je pose aujourd'hui, c'est aux démocrates, oui, parce que nos libertés inquiètent, et c'est pour ça qu'il y a donc eu le code de la famille derrière, et que les démocrates, ça a été vraiment timidement, très timidement, et la preuve, si ça n'avait pas été timidement, est-ce que la frange islamiste aurait pu permettre, est-ce qu'elle aurait gagné la victoire sur justement la famille qui fait régresser, a fait régresser la famille qui devait nous faire avancer, comme le disait si bien Tahar Djaoud. C'est sûr que le code de la famille et 20 ans Barakat, c'était essentiellement porté par des femmes quand même. Hein. On aurait longtemps encore à parler parce que le débat est intéressant sur notre histoire, notre attachement à l'Algérie, au combat des femmes. Mais peut-être qu'on peut clore là, je ne sais pas si c'est le temps de... on va donner rendez-vous en tout cas avec nos invités. Mina Kassi a son livre qui est en vente évidemment dans la salle, vous en avez l'habitude, hein. Après la rencontre il y a toujours cette dédicace, One, Two, Three, Nouvelle Algérie, c'était vraiment une rencontre importante ce soir je crois avec Emina et Jamila de l'Algérie ensemble. Je crois que faut souligner que c'est important que d'une génération à une autre on évoque l'Algérie, d'un temps à un autre on évoque l'Algérie parce que c'est sur ce passé, sur cette histoire du présent que l'avenir se construit. Merci à vous, merci Mimouna, merci Jamila, merci Mina, Souad, ensemble, d'avoir participé à cette rencontre. Et on se retrouve en haut, hélas, sans verre de l'amitié, parce que Covid nous empêche.